President Donald Trump is urging Republican lawmakers to, quote, play their Trump card in order to get the government back up and running. He fired off a number of social media posts last night saying they need to go for the, quote, nuclear option and get rid of the filibuster. That message comes as the government shutdown stretches into its 31st day. Certaines sessions du Sénat ne se distinguent pas par leurs décisions, mais par leur silence. Le 2 décembre 2025, une réunion à huis clos au Sénat américain a marqué un tournant notable dans le traitement législatif des prérogatives présidentielles. La réunion, qui a rassemblé des dirigeants de partis et des conseillers juridiques du comité de surveillance, avait pour principal ordre du jour l'évaluation cumulative des résolutions qui avaient été présentées depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Parmi les documents discutés, un avis technique de 52 pages a retenu l'attention, car il consolidait des interprétations convergentes sur un éventuel chevauchement entre les actions de l'exécutif et des violations constitutionnelles en série. La présentation de ce document a été suivie de manifestations contenues, mais objectivement préoccupées par les impacts institutionnels du maintien en suspens de résolutions qui, même sans procédure active, affectent déjà la normalité du mandat présidentiel. L'atmosphère décrite par les sources présentes était empreinte de retenue et de calcul, comme si les parlementaires eux-mêmes évaluaient non seulement le contenu juridique des accusations, mais aussi le risque systémique de les laisser s'accumuler sans réponse claire de la part du pouvoir législatif. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans cette salle. Dans les 48 heures qui ont suivi, la Bibliothèque législative a publié une note technique avertissant que la simultanéité de 3 instruments formels visant à interrompre le mandat présidentiel, la destitution, l'invocation du 25e amendement et la pression publique en faveur de la démission constituaient une convergence sans précédent depuis l'après-guerre. La note ne prenait pas position sur le fond, mais affirmait que la simultanéité de ces mécanismes justifiait la classification de contexte institutionnel extraordinaire. Au cours de la même période, des journalistes ayant un accès privilégié aux coulisses du Congrès ont enregistré une augmentation significative des réunions entre les membres de différents groupes parlementaires, en particulier au sein du Comité d'éthique gouvernementale et de la Commission des affaires constitutionnelles. L'impression générale était que le système politique entrait dans une phase de prédécision, où les pièces étaient déjà en mouvement, mais sans orientation consensuelle. Il n'y avait pas de plan unifié, ni de stratégie commune, mais plutôt une perception croissante que la continuité du mandat dépendait de moins en moins de la volonté de l'exécutif et de plus en plus de la capacité du Congrès à définir une limite interprétable à l'autorité présidentielle. La réaction de la Maison-Blanche a suivi un schéma qui s'est répété à plusieurs reprises dans le passé. Déni explicite de tout écart de conduite, insistance sur le respect des attributions constitutionnelles et silence sur les demandes d'éclaircissement institutionnel. Le porte-parole présidentiel a déclaré, lors d'une conférence de presse restreinte, que le président dirige le pays dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le vote et la loi, évitant toute référence directe aux résolutions en cours. Dans le même temps, des rapports internes d'agences fédérales signalaient un niveau accru de prudence opérationnelle dans des domaines sensibles tels que la défense, le commerce extérieur et la cybersécurité. Certains départements ont commencé à soumettre les décrets présidentiels à des examens juridiques supplémentaires avant leur mise en œuvre. Ces mesures n'ont pas été officiellement annoncées, mais des sources techniques ont confirmé que l'objectif était de protéger l'administration contre d'éventuelles contestations de la légalité des actes signés pendant une période déjà qualifiée, dans des rapports internes, de instabilité fonctionnelle. C'est dans ce contexte où la convergence des pressions institutionnelles commence à modifier le comportement des agences et du pouvoir législatif lui-même que le débat sur les limites du mandat présidentiel prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer s'il y a eu ou non des infractions, mais de comprendre à quel point la perception d'un risque systémique commence à compromettre le fonctionnement normal des rouages gouvernementaux.
Les parlementaires qui évitaient auparavant de faire des déclarations publiques ont commencé à s'exprimer de manière indirecte, suggérant que le pays traverse une période de rééquilibrage nécessaire entre les pouvoirs. Ces déclarations, bien que prudentes, indiquent un changement de discours qui précède des changements de position plus explicites. L'exécutif, quant à lui, maintient son agenda institutionnel, mais avec une moindre exposition médiatique et un effort visible de retenue narrative. L'absence de déclaration directe sur les accusations contribue à créer une atmosphère d'ambiguïté fonctionnelle, où chaque silence institutionnel est interprété comme faisant partie d'un calcul plus large. C'est à partir de ce moment que la convergence des pressions institutionnelles commence à se traduire par des mouvements plus articulés. Sur le plan législatif, la coexistence de différentes initiatives ayant un objectif similaire, raccourcir le mandat présidentiel, n'est plus considérée comme un phénomène dispersé, mais comme un signe de reconfiguration du rôle du Congrès face à une présidence qui opère sous une contestation continue. Les résolutions HRES 353 et HRES 537, bien que différentes dans leur portée et leur fondement, partagent un trait commun. Elles décrivent toutes deux des comportements spécifiques du président comme incompatibles avec le maintien de ses fonctions. La première, en articulant 7 articles de mise en accusation, aborde des questions allant de l'entrave à la justice à l'abus des pouvoirs de guerre et de commerce. La seconde, plus restrictive, se concentre sur la décision d'ordonner des attaques militaires sans autorisation législative, alléguant que cet acte constitue une usurpation du pouvoir de déclarer la guerre, fonction constitutionnellement attribuée au Congrès. La coexistence de ces deux résolutions au cours de la même période législative, sans que l'une n'annule la pertinence de l'autre, met en évidence la fragmentation du processus de responsabilisation, mais suggère également une tendance à l'accumulation d'arguments, comme si le pouvoir législatif construisait progressivement une mosaïque d'incompatibilité entre la présidence en cours et le cadre normatif en vigueur. Cette dynamique ne se limite pas au domaine législatif. Au sein de l'exécutif élargi, en particulier dans les structures techniques liées au cabinet de sécurité nationale et au bureau du procureur général de l'Union, des analyses réservées sur les effets d'une éventuelle avancée des résolutions commencent à apparaître. Ces documents, consultés par certains membres de la commission de surveillance, traitent de la possibilité d'une paralysie partielle de l'appareil administratif en cas d'ouverture d'un procès en destitution au Sénat. Selon ces projections, la crainte n'est pas seulement politique, mais aussi opérationnelle. L'incertitude quant à la durée du mandat pourrait interférer dans la signature d'accords internationaux, l'exécution du budget et la conduite de politiques étrangères à délai contraignant. En ce sens, on constate de plus en plus que l'incertitude entourant le mandat présidentiel a déjà des conséquences pratiques, même si elles ne sont pas officiellement déclarées. Le système, bien qu'il continue de fonctionner formellement, opère désormais sous surveillance interne et sous des contraintes préventives qui modifient son rythme de réponse normal. Dans les milieux juridiques, en particulier parmi les constitutionnalistes et les magistrats fédéraux à la retraite, le débat s'amplifie. Une partie des experts soutient que le volume des résolutions en suspens et la gravité des accusations constituent une nouvelle catégorie de crise, où les limites du présidentialisme font l'objet d'une renégociation institutionnelle en temps réel. D'autres, plus prudents, soutiennent que l'absence de délibération formelle sur ces résolutions affaiblit leur validité politique et que la simple accumulation de propositions n'équivaut pas à un processus de responsabilisation légitime. Le contraste entre ces points de vue révèle une impasse qui n'est pas seulement juridique. Alors que certaines institutions agissent comme si la normalité institutionnelle était intacte, d'autres agissent comme si cette normalité était en cours de révision. Cette ambiguïté rend le moment actuel particulièrement sensible, car toute décision, qu'il s'agisse d'aller de l'avant ou de classer les résolutions, aura des effets qui dépassent la figure présidentielle et touchent le modèle même de répartition des pouvoirs. C'est dans ce contexte que des réactions commencent à émerger dans les États. Les gouverneurs, traditionnellement plus prudents sur les questions fédérales, commencent à se positionner publiquement sur la continuité du mandat. La déclaration du gouverneur de l'Illinois,
J.B. Pritzker, demandant l'application du 25e amendement, a été interprété par les analystes comme un tournant. Non seulement en raison du contenu de la déclaration qui remettait en question les capacités cognitives du président, mais aussi parce qu'elle émanait d'une autorité étatique en exercice, dotée d'un poids politique régional et d'une projection nationale. D'autres gouverneurs, bien qu'ils n'aient pas fait de déclaration directe, ont commencé à adopter un langage similaire dans leurs interviews, faisant référence à la nécessité d'une coordination fédérale responsable et à la préservation de la stabilité démocratique. Dans le contexte actuel, ces expressions sont interprétées comme des signes indirects de malaise face au statut institutionnel de la présidence. Cette convergence aide à comprendre pourquoi certains secteurs de la presse ont commencé à employer des termes tels que légitimité opérationnelle, en érosion, ou présidence sous surveillance continue. Le débat ne porte pas seulement sur la culpabilité ou l'innocence, mais aussi sur la capacité du système politique à absorber des conflits successifs sans compromettre la prévisibilité nécessaire à l'exercice de l'autorité exécutive. Même si elle n'a pas fait l'objet de sanctions formelles, la présidence se trouve au centre d'une sorte d'audit interinstitutionnel permanent, où chaque nouveau geste, déclaration ou mesure est interprété à la lumière de résolutions qui n'ont pas encore été votées, mais qui continuent de peser sur le mandat. Cette situation crée un paradoxe fonctionnel. Le président continue d'exercer ses attributions légales, mais dans un environnement où son autorité fait l'objet d'une contestation structurelle de la part des autres pouvoirs. Dans ce contexte, le rôle des campagnes organisées de pression publique prend également de l'importance. Des initiatives telles que Impeach Trump Again, destituer Trump à nouveau, ne se contentent pas de recueillir des signatures, mais articulent des données, des analyses juridiques et des avis techniques dans des dossiers officiellement transmis au cabinet des parlementaires. Bien qu'elles n'aient pas de force normative, ces campagnes ont commencé à influencer le rythme politique, en fournissant des informations aux parlementaires indécis et en créant une base d'attente qui rend difficile le classement des résolutions. La présence de près d'1 million de signatures sur une pétition demandant la destitution du président représente non seulement un engagement civique, mais aussi un type spécifique de pression institutionnalisée, où la société civile organisée assume des fonctions qui, à d'autres moments, incomberaient exclusivement aux partis. L'interprétation de ce processus comme une nouvelle forme de conflit politique moins centré sur les majorités parlementaires et davantage ancrée dans l'érosion progressive de la légitimité fonctionnelle commence à gagner du terrain parmi les politologues. Dans ce contexte, la présidence cesse d'être un simple poste et devient un champ de tension entre la légalité formelle et l'acceptation institutionnelle. La continuité du mandat, bien que juridiquement possible, se heurte à des obstacles politiques diffus qui ne s'expriment pas en vote, mais en contention narrative, hésitations administratives et réseaux de contention. Ce qui est en jeu, en dernière analyse, c'est la définition des limites de l'autorité présidentielle dans des contextes où les règles restent valables, mais où la confiance en elles commence à se fragmenter. C'est pourquoi il est essentiel de suivre ces dynamiques de manière contextualisée, sur la base de registres publics et d'analyses sérieuses, afin de comprendre non seulement ce qui est en jeu actuellement, mais aussi ce qui est en train d'être reconfiguré pour les prochains cycles. Cette chaîne continue de suivre ces mouvements sans raccourcis rhétoriques, en cherchant à offrir une lecture structurée des événements qui façonnent le fonctionnement du système. Selon les archives publiques disponibles, aucun consensus n'a encore été trouvé, ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique, quant à savoir laquelle des trois voies actuellement envisagées, procédure de destitution, activation du 25e amendement ou démission sous la pression politique, présente des conditions réelles permettant de modifier le cours du mandat présidentiel. Certaines interprétations affirment que la simple accumulation de résolutions législatives, d'avis juridiques et de mobilisations publiques, même sans effet juridique immédiat, provoque déjà une érosion objective de l'autorité fonctionnelle de l'exécutif. Dans ce contexte, la question centrale n'est pas de savoir quel mécanisme sera formellement adopté, mais plutôt
la persistance d'une tension continue qui empêche la consolidation de la légitimité politique nécessaire au plein exercice de la fonction. D'autre part, les analystes mettent en garde contre les risques liés à l'attribution d'un effet décisionnel à des procédures qui n'ont pas encore été délibérées. Ils soutiennent que tant qu'il n'y a pas de majorité parlementaire pour approuver les résolutions ou de coordination interne suffisante pour appliquer le 25e amendement, la légitimité juridique de la présidence reste intacte. Selon eux, les interprétations contraires pourraient créer des précédents institutionnels indésirables. Le débat ne se limite donc pas aux mécanismes eux-mêmes, mais porte également sur l'évaluation de leurs effets indirects. Les experts favorables à la poursuite de la procédure de destitution soulignent que les 7 articles de la HRES 353 ne se contentent pas de décrire des comportements spécifiques, mais établissent une nouvelle norme de responsabilité pour la présidence moderne, à une époque où l'expansion du pouvoir exécutif occupe à nouveau une place centrale dans l'agenda constitutionnel. Parmi les articles les plus cités figure celui qui traite de la tyrannie, considéré par les juristes comme l'accusation formelle la plus grave prévue par le système juridique américain. L'utilisation de ce terme, historiquement évité en raison de son poids symbolique, divise les interprétations. Pour certains, il représente un avertissement nécessaire sur la gravité cumulative des violations. Pour d'autres, il peut être interprété comme exagéré, laissant place à des questions sur la proportionnalité. La HRES 537, dont la portée est plus restreinte, suscite également des tensions. Elle décrit l'utilisation de la force militaire sans l'autorisation du Congrès, caractérisant l'usurpation de la prérogative de déclarer la guerre et relançant le débat historique sur les limites du pouvoir présidentiel en matière de sécurité internationale. Les analystes soulignent qu'en l'absence de réponse institutionnelle, un tel précédent pourrait permettre au futur président de répéter ce comportement sans subir de conséquences politiques immédiates. Dans le même temps, des divergences apparaissent quant au rôle du 25e amendement dans le contexte actuel. Bien que la Constitution autorise clairement le vice-président et la majorité du cabinet à déclarer le président incapable d'exercer ses fonctions, les experts soulignent que son application dépend d'une configuration inhabituelle de loyauté. L'évaluation dominante est que, avec un cabinet composé majoritairement de personnes directement nommées par le président, la coordination interne nécessaire pour déclencher l'amendement est, dans la pratique, improbable. Néanmoins, le simple fait que cette possibilité soit évoquée par des personnalités publiques comme le gouverneur de l'Illinois a des effets importants. Même sans conséquences juridiques directes, de telles déclarations font passer la discussion sur l'aptitude fonctionnelle et mentale du président du domaine privé au débat public. Certains analystes interprètent ce changement comme faisant partie d'une pédagogie institutionnelle, dans laquelle la discussion éduque la société sur les limites du pouvoir. D'autres, plus critiques, considèrent que l'exposition d'un mécanisme sans viabilité concrète contribue à la dévalorisation des outils constitutionnels, transformant des instruments d'exception en armes rhétoriques d'usage quotidien. Le troisième front, basé sur la pression informelle en faveur de la démission, présente une dynamique qui lui est propre. Comme il dépend de la perception politique, de l'usure de l'image et de la perte de soutien institutionnel, son efficacité est contingente. La campagne Impeach Trump Again, qui a recueilli près d'1 million de signatures, est souvent citée comme exemple de mobilisation civique susceptible d'avoir un impact réel. Cependant, il n'y a pas de consensus sur son efficacité. Une partie des analystes considèrent que ce type de pression renforce la perception de crise, catalysant des décisions plus fermes au sein du pouvoir législatif. D'autres y voient un risque de banalisation du processus démocratique, surtout lorsqu'elles sont liées à des allégations extrêmes non vérifiées judiciairement. La référence à des propos présumés du président suggérant l'exécution de parlementaires adversaires a provoqué des réactions intenses, mais a également suscité des questions sur la véracité et l'intention politique des accusations. L'équilibre entre dénonciation légitime et rhétorique manipulatrice reste un point de tension constant. L'incertitude quant aux mécanismes à mettre en œuvre révèle un scénario ouvert,
dans lequel le conflit ne se déroule pas seulement entre les parties, mais aussi entre des interprétations divergentes sur le rôle des institutions en période d'instabilité. Certains soutiennent que le fait d'anticiper la fin du mandat sans un soutien majoritaire clair au sein des chambres législatives représenterait une rupture du principe de souveraineté populaire. D'autres affirment que permettre la continuité d'un gouvernement dont la légalité et la santé fonctionnelle sont largement remises en question équivaut à renoncer à la fonction de contrôle attribuée au pouvoir législatif et au cabinet exécutif lui-même. Cette tension entre stabilité formelle et légitimité substantielle se manifeste par des impasses quotidiennes, des révisions internes des procédures, des hésitations publiques des dirigeants et une multiplication des discours ambigus qui évitent les prises de position claires. Dans un environnement où chaque mot a un poids interprétatif, le silence est devenu un instrument stratégique aussi important que les votes. On observe l'émergence d'un modèle institutionnel qui, bien qu'il n'ait pas encore abouti, modifie le fonctionnement quotidien du pouvoir. La convergence des résolutions législatives, des déclarations des États, des campagnes publiques et des avis juridiques crée un scénario dans lequel la présidence reste formellement existante, mais avec une autorité conditionnée. En ne prenant pas de décision définitive, les institutions fonctionnent en mode de suspension fonctionnelle, où la continuité du mandat dépend moins de la loi que de l'équilibre provisoire entre la retenue et le calcul. Cette situation, bien que juridiquement viable, engendre des coûts opérationnels cumulatifs, favorisant une usure autonome, dans laquelle l'autorité se corrode même en l'absence d'actes formels de responsabilisation. C'est pourquoi suivre ce processus n'est pas seulement une question d'intérêt politique, mais aussi d'analyse institutionnelle. Ce canal continuera à suivre les développements en cours en proposant une interprétation structurée basée sur des registres publics et des sources vérifiées, sans anticiper les conclusions ni promettre de solutions simplistes.